Bonsoir tout le monde, désolé pour le petit retard. Bienvenue dans le nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, donc le Twitch podcast salon de lecture de La Garde de Nuit, l'association forum site de référence francophone sur Le Trône de Fer et George Martin. Donc comme tous les mois, comme plusieurs fois par mois, on vous accueille pour papoter d'un livre qu'on a lu et on discutait, voilà, donc avec une partie sans spoil pour vous expliquer ce que c'est, une partie avec spoil pour vraiment pouvoir dire tout ce qu'on veut dessus et vraiment en débattre. Euh, et aujourd'hui, comme pour tout l'été, on va vous faire en fait la suite d'un tome qu'on avait fait le il y a quelques épisodes. Avant ça, on va vous parler on va vous présenter les prochains livres qu'on lira et qu'on débattra. Comme ça, si vous voulez les lire avec nous, vous serez au courant. Donc, le prochain qu'on fera, qui sera en juillet, qui sera le 20 juillet, normalement, ça sera les Sœurs Carmine. Donc, la suite des Sœurs Carmine, ça sera Nympha, Shrody et Willa qui le feront. Est-ce que Nympha, tu veux nous en dire quelques mots? Bah oui, alors du coup, ce sera donc le tome 2 d'un livre qu'on avait beaucoup aimé, qui est un roman plutôt young adulte jeunesse, mais qui parle énormément aussi aux adultes, où en fait on va suivre donc 3 sœurs, les sœurs Carmine. Il y a un tome par sœur. Et on est dans un univers un peu à la Tim Burton, assez délirant, avec beaucoup d'humour. Et notamment aussi des petites failles d'esprit très bien intégrées dans le style et dans le récit. Et donc voilà, donc le premier tome c'était sur Mériver, et là on va suivre Tristabelle, qui est donc sa petite sœur un peu peste, non, sa grande sœur un peu peste. Je pense que ça va être très rigolo. Et on vous en reparlera du coup fin juillet. On avait globalement beaucoup aimé le tome 1, donc grands espoirs sur ce tome 2, je pense. Grave. Et après ça, en août, donc on continue à faire des suites de livres dont on avait chroniqué les premiers tomes. On aura la suite de La Dernière Geste de Morgan of Glencoe. Donc ça sera le 3 août. Ça sera Namand, Yoda et Willa. Est-ce que Yoda, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc ça fait partie de la grande saga de la dernière geste de Morgana Volenko. C'est un tome 2 sur donc la suite du tome 1. La suite du tome 1 qu'on avait plutôt bien aimé dans l'ensemble, avec ses qualités, ses défauts, mais qu'on avait trouvé plutôt cool. Et moi, j'attendais beaucoup qu'on revienne sur le train dans le tome 2. Vu le titre, ça a l'air d'être plutôt ça, donc je suis assez contente. Voilà. Et ensuite, fin août, donc a priori le 17 août, on vous parlera de la suite de Vampiria. Donc cette fois, ça sera moi-même avec Yoda et Willa. Et donc Vampiria, c'est une espèce de monde où enfin, c'est une France parallèle dans laquelle Louis XIV est devenu un vampire et donc toute la noblesse est vampire. Et on suit une jeune fille qui arrive à la cour et qui essaye un peu d'y faire ses marques. Donc c'est du Victor Dixon, donc en général c'est assez fun à lire. Donc on verra ce que donne ce tome 2, sachant que le tome 1 avait été plutôt bien accueilli par nous avec quelques mitigeances. Ça n'existe pas ce mot, mais C'est bien voilà, trouvé. vous avez l'idée. Voilà, je me suis rendu compte au passage que j'avais même pas présenté nos superbes intervenantes de ce soir, donc Nora Dora.
Ouais, c'est moi. et Yoda. Là, c'est moi. Voilà, et donc moi c'est John. C'est le fait d'être en Heureusement, il y a retard. notre nom au-dessus du truc. Exactement. Il y a notre nom, en plus il n'y a même pas le bon nom, non mais c'est n'importe quoi. Tout va bien, tout va bien. Et Voilà, Voilà, on va, hop, on a besoin de hop là, vacances. ni vu ni vu ni connu. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on a des recommandations? Est-ce qu'on a des trucs qu'on a lus depuis la dernière fois dont on a envie de parler? Euh, Par exemple, Nympha, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Alors oui, moi je peux vous recommander Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel. C'est un conte qui se passe dans un univers très inspiré du Maghreb, où on va suivre donc Sirem, qui va faire la connaissance d'un oiseau maudit. Et le principe va être de lever la malédiction de l'oiseau, sachant que l'oiseau n'est pas forcément un oiseau très bienveillant. Il a priori mérité sa malédiction, mais Sirem va rentrer dans un marché pour pouvoir sauver une personne qu'elle aime. Et donc, on va la suivre dans cette aventure-là, où du coup, peut-être qu'elle se fait avoir par moment, peut-être pas. Donc, on a toute cette dimension un peu morale qui se recoupe avec son aventure. On a plein d'inspirations qui sont super cool. On a un petit côté Miyazaki par moment aussi, qui est vraiment très très agréable. Et donc, vraiment, c'est une très chouette lecture que je recommande chaudement. Trop cool. la couverture est très jolie. Ouais. Ouais, la couverture est belle, ouais. C'est celui-là qui a été complètement dévalisé à West-Hurlan. Ouais. C'est celui-là qui avait été dévalisé à l'Ouest-Hurlan, aux Imaginales aussi, et elle avait une queue de fou, l'autrice. Et en fait, elle a gagné un concours d'écriture chez Rajo, donc son éditeur, et c'est comme ça que le livre a été publié. Et en général, c'est plutôt un bon indicateur. C'est souvent des bons textes quand c'est des textes qui ont été publiés via des concours. Donc voilà, c'était avec Babelio et Rajo qu'elle a pu être publiée pour son premier roman. Trop bien. Yoda? Oui, moi aussi j'ai quelque chose à vous recommander, c'est Bride Stories. J'ai lu le tome 14 ce mois-ci, mais bon, je vous recommande de commencer par le premier tome, c'est mieux. C'est une série de mangas de Kaoru Mori, qui est un petit peu connu pour sa série Emma. Qui était l'histoire d'une servante dans l'Angleterre victorienne. Là, elle est partie sur carrément autre chose. La série est toujours en publication. C'est très 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 long à être publié, donc il faut être vraiment patient pour le coup. Et c'est l'histoire de couples. Enfin, de base, elle part sur une histoire des histoires de plusieurs couples, en fait, en Asie centrale au 19e siècle. C'est pas que c'est plus ou moins un prétexte, parce que c'est quand même assez important. On rentre dans le manga par ce biais-là sur le mariage, en fait, d'un petit garçon. Il a 12 ans, donc c'est vraiment un petit garçon, qui habite dans un village, qui va être l'héritier de son père, normalement, et qui se marie avec une fille d'un clan nomade qui, elle, a 20 ans, qui donc est une très vieille fille, parce que bon, à 20 ans, si on n'est pas marié et qu'on n'a pas d'enfant, quand même, c'est que ça va pas. C'est assez délicat, honnêtement. Et moi, le premier tome, quand j'ai lu, j'ai fait oh, putain, c'est quand même super malsain cette histoire. Mais en fait, il y a beaucoup de compréhension entre les deux personnages, et puis ils se sautent pas dessus pour s'envoyer en l'air dans le premier tome, donc voilà, finalement ça passe plutôt bien. Et à travers toutes ces histoires de couple, en fait, ça nous raconte l'histoire de l'Asie centrale au 19e siècle. C'est quelque chose que je connaissais très, très, très mal, pour le coup. Mais ça permet de découvrir tout ce qui est l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan,
temps, enfin tous les pays en ce temps, là dans le coin, à une époque où en fait la Russie et l'Angleterre se font un peu une guerre de colonies à distance et où ça déteint en fait sur tous ces peuples d'Asie centrale qui jusque-là n'étaient pas colonisés et qui en fait se retrouvent au milieu d'une espèce de guerre. Enfin, la Russie veut absolument prendre leur territoire. À côté de ça, l'Angleterre est à distance, elle pour le coup, et n'agit que de très 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 loin. Et du coup, on a un peu tendance parfois à perdre les personnages de vue pendant plusieurs tomes parce qu'on va en suivre un autre qui vit sa petite aventure de son côté. On finit toujours par y revenir. Et au milieu de toutes ces histoires, enfin de l'histoire en fait, la mangaka elle est très très focalisée sur des détails par moment et elle peut passer une moitié de tomes qui sont pas mal costauds les tomes quand même. Enfin là ça se voit pas trop parce que voilà. Et sur des choses qui ont l'air vraiment parfois sans intérêt, des petits détails. Mais elle va se focaliser sur les bénisteries par exemple ou la fabrication du pain, les courses de chevaux, des trucs comme ça. Et le dessin est magnifique. Vraiment, c'est un des plus beaux mangas, je pense, que j'ai de toute ma bibliothèque. Bon, c'est toujours en cours de publication, on ne sait pas trop où ça va. On ne sait pas trop comment vont finir tous les couples qu'on a un petit peu rencontrés au cours des différents tomes. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant si vous êtes intéressé par l'histoire de l'Asie centrale au XIXe siècle. C'est très spécifique quand même, mais voilà. Ok, bah merci. Et moi, je vais vous recommander un livre qui s'appelle The House of Shattered Wings, qui est un livre écrit par Aliette de Bodard. Donc Aliette de Bodard, c'est une écrivaine française, mais qui écrit en anglais, et j'ai l'impression qu'elle n'est pas très connue en France. Enfin, moi, je la connaissais pas en tout cas, alors qu'elle a gagné pas mal de prix, et a été nommée à pas mal de prix, a été finaliste plusieurs fois au prix Locus, au Hugo, au Nebula. Donc quand même des trucs assez solides en fantasy. Et là, donc, c'est le premier tome d'une série, mais c'est assez. Enfin, l'histoire se finit à la fin du tome 1, enfin de ce tome-là en tout cas. C'est dans un univers que je trouvais assez intéressant, qui est un peu dans l'idée, dans le style, les légendes sont vraies, entre guillemets, enfin les dieux existent, ce genre de choses, dont moi je suis en général très friand, mais souvent c'est mythologie grecque, héros grecs, parfois un peu égyptien. Là, en fait, on a globalement, ça se passe à Paris, et globalement, du coup, c'est les anges déchus, en fait. Donc, bon, est-ce qu'il faut dire les démons? Je ne sais pas. Là, dans le livre, ils s'appellent les Fallen en anglais, donc j'imagine que ça serait traduit les déchus, qui du coup ont des pouvoirs magiques et se font une espèce de guerre dans Paris, enfin se sont fait une guerre dans Paris, donc Paris est complètement dévasté par la guerre magique qui a eu lieu, et les survivants sont répartis soit dans des espèces de grandes maisons qui sont dirigées par des déchus, soit il y a un peu des gangs qui restent encore dans Paris. Et on suit un personnage qui, lui, arrive d'Indochine, globalement, qui a été ramené des colonies françaises pour participer à la guerre, qui lui a tout un axe magico-mythologique différent qui correspondent aux mythologies d'Asie du Sud-Est, en gros. Et donc, même ce que je trouve intéressant, c'est que même dans le système de magie, c'est assez différent. C'est-à-dire que lui, il va être dans une magie basée sur un peu les méditations, les flux, etc. Ce que font pas du tout les déchus. Bref, donc ça c'est le contexte, et là-dedans on va suivre une espèce de d'enquête sur une malédiction. Donc en gros il y a une espèce de malédiction qui est déclenchée, et ils vont un peu enquêter sur qui a lancé cette malédiction, comment s'en débarrasser, un peu chacun pour leurs raisons qui sont différentes. Moi ça m'a beaucoup accroché, à la fois par l'ambiance, à la fois par l'intrigue. J'avais envie de savoir ce qui se passait, ce qui s'était passé, de voir où ça allait aller. Il y a un peu une ambiance un peu fin de siècle, enfin les choses vont plus trop, d'échéance, etc. Ça fait une ambiance intéressante, et j'ai trouvé que c'était ouais, très intéressant et très bien écrit.
Donc je recommande ce premier tome et puis moi je lirai la suite, même si voilà, là l'intrigue de ce premier tome est complètement finie. Et alors, du coup, c'est paru en français. Et alors du coup, celui-là, je crois pas qu'il soit paru en français. Elle en a quelques-uns qui sont parus en français. Celui-là, si celui-là a été traduit en français, le tome 2 aussi, et pas le tome 3. Celui-là est traduit en français sous le titre La chute de la maison aux flèches d'argent. Voilà. Et je trouve ça très marrant que ça soit une écrivaine française qui écrive en anglais qui soit traduite par quelqu'un d'autre. C'est traduit par quelqu'un d'autre? Oui, alors c'est traduit par Emmanuel Chastelière. Je connais pas. Non, je rigole, je connais bien. Si vous êtes intéressé par Emmanuel Chastelière et son dernier livre E-Mills, on en a parlé il y a quelques temps en manuscrit de Mess Raymond. N'hésitez pas à aller voir le replay. Il est disponible sur YouTube. En plus, on a bien aimé le livre dans l'ensemble. Donc n'hésitez pas. Ben voilà, je vous propose de parler maintenant de notre livre du jour, donc le tome 2 de La Machine de Katia Lanero Zamora. Est-ce que quelqu'un veut rappeler un peu ce que c'est que La Machine, ce que c'est que le tome 1? Non, personne, sinon j'y vais. Vas-y. Oui, on a bien préparé Allez, notre répartition des rôles. C'était compliqué les leçons. Donc La Machine, c'est globalement une réécriture de la guerre d'Espagne. Donc le tome 1 se focalisait sur l'histoire de deux frères, Diane et Andrés, qui sont une famille un peu de nouveaux riches, nouveaux aristocrates, et dont l'un a des idées assez sociales / révolutionnaires, et l'autre se retrouve à s'engager à l'armée. Et donc dans le tome 1, on suit un peu leurs deux parcours parallèles jusqu'à arriver à un point où ils se retrouvent dans des camps assez opposés dans ce qui va se déclencher, qui va être cette espèce de guerre d'Espagne romancée. En gros, donc ça c'est le tome 1 qu'on avait tous les trois plutôt bien aimé. Et le tome 2 s'ouvre. Alors c'est assez intéressant, j'ai trouvé, parce que donc j'ai réécouté rapidement ce qu'on s'était dit quand on avait parlé du tome 1, et une des questions qu'on se posait, c'est comment ça allait pouvoir enchaîner après la fin du tome 1, qui est un peu un enchaînement d'événements intenses. Et j'ai trouvé ça assez intelligent. En fait, le tome 2 débute plusieurs années après, en fait, le tome 1. Donc on a une grosse ellipse qui nous passe en fait tout le début de la guerre, toute la partie, en fait le plus gros de la guerre, et on arrive directement à un moment où la guerre est bien installée, les camps sont bien installés, et chacun des frères est aussi bien installé dans son camp et dans ce qu'il fait, avec du coup un vécu qui a beaucoup évolué par rapport à ce qui se passait dans le tome 1, qui était un peu le Sweet Summer Child de cette guerre. Là, on est plus dans le sale de la guerre. Et voilà. Et donc le livre se lance là-dessus. Est-ce que vous avez globalement bien aimé ce tome 2? Je vais commencer par la question la plus vraiment générique possible. Oui. Globalement, j'ai bien aimé ce tome 2. Pour moi, il a été vraiment dans la lancée du tome 1. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2. Pareil, j'ai pas adoré.
J'avais pas adoré le tome 1 non plus, donc mais quand même, je pense que j'en avais dit assez de bien pour bien montrer que quand même j'avais plutôt bien aimé quand même. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture, vraiment intéressante. J'ai beaucoup été émue. Voilà. J'ai vraiment, c'était très cool. Enfin, cool, c'est peut-être pas le mot, mais ça a été vraiment une très bonne lecture. En effet, comme toi, j'ai été surprise, moi, pour le coup, du saut temporel. Je l'attendais pas. Ça a été plutôt bien, même si finalement, je me suis un peu demandé qu'est-ce qui s'était vraiment passé pendant ce temps-là. Est-ce que vraiment, en fait, c'était si important que ça de faire un saut temporel ou pas? Je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à la question parce que pour tout dire, j'ai terminé le livre il y a à peu près 2 heures, 3 heures. Donc je sais pas encore ce que j'en pense du saut temporel. Est-ce que c'était vraiment indispensable ou pas? Mais c'était plutôt intéressant en tout cas. J'ai bien aimé bien aimer les personnages, c'est compliqué aussi quand même de bien aimer les personnages, mais en tout cas, je les ai trouvés très intéressants. Voilà. Je pense qu'on pourra y revenir après derrière, mais ils étaient déjà très très intéressants dans le premier tome, ils sont toujours très très intéressants dans le deuxième, dans leurs qualités, leurs défauts, leur point de vue, leur action, leur réflexion. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Très bien. Et toi, Nympha? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Sur le smiley, j'étais entre le cœur et le sourire. Je me suis dit que j'allais mettre un bonus larmes, que le livre m'a quand même fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc du coup, ça méritait le bonus, le bonus pour passer au petit cœur. Et du coup, ouais, comme Yoda, j'ai trouvé que les personnages étaient toujours aussi réussis. Enfin, c'est vraiment un très très bon travail sur les personnages. En termes de style, ça se lit tout seul. C'est vraiment très agréable, très fluide. Pour le premier tome, j'avais été un peu moins convaincue par les seconds rôles. Là, peut-être qu'on est encore plus centré sur les deux personnages principaux, mais en tout cas, j'ai moins ressenti les soucis sur les personnages secondaires. Je trouvais qu'ils étaient vachement bien aussi. Et du coup, j'étais dedans, quoi. Et ça m'a beaucoup émue. Et je pense que c'est un livre en tout cas, dont les personnages me resteront longtemps, quoi. Vian et Andrés, je me rappellerai d'eux. Et toi, Jean-Jean? Moi, j'ai aussi beaucoup aimé. Alors, j'ai un peu moins aimé que le tome 1 qui m'avait vraiment beaucoup plu et beaucoup touché avec justement ce côté un peu inéluctable de l'éloignement des deux frères et de leur positionnement opposé. Là, il y a un peu moins ça parce que bah ça y est, ils sont positionnés. Donc ce truc en plus qui m'avait vraiment beaucoup touché, notamment est moins là. J'ai quand même beaucoup aimé parce que c'est quand même bah voilà, c'est quand même très bien écrit, c'est quand même très fort. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux très forts et on a quand même malgré tout euh, aussi des enjeux quand même sur cette relation entre les deux frères, mais vu de moins près. Donc ça c'est à la limite le truc qui m'a manqué par rapport au tome 1, même si en fait ça pouvait pas. Je vois pas comment on aurait pu garder ça dans le tome 2. Enfin, c'était pas possible. À un moment, il faut que l'histoire avance de toute façon. Euh, Juste pour revenir sur ce que tu disais sur le saut dans le temps, Yoda, moi je pense que c'était intéressant. Alors moi non plus j'avais pas vu venir. Franchement je m'y attendais pas. Enfin j'y avais pas spécialement réfléchi. Cela dit, je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet de d'être plus vite dans à un endroit qui est l'endroit qui intéresse, je pense, l'autrice, qui est que chaque frère est à une position intéressante dans son camp respectif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'intéressait à raconter, à mon avis, c'est pas les années de guerre où ils sont un peu troufions et où ils sont, je sais pas, dans des tranchées à se tirer dessus et machin. C'est plus à la fois leur état après ces années de guerre, avec les conséquences que ça peut avoir sur leur psychologie, avec du PTSD, avec tout ça. Et aussi, en fait, mine de rien, on va être plus axé
enfin l'histoire est plus axée sur la fin de la guerre en fait globalement, sans spoiler ce qui se passe. Globalement, on nous raconte pas vraiment tout le corps de la guerre, quoi. On est plus axé sur les derniers temps de la guerre. Et donc raconter ça, je pense que c'est effectivement des endroits intéressants. Alors peut-être qu'elle aurait pu raconter des choses intéressantes sur le quotidien de la guerre, etc. Mais c'est un choix intéressant qu'elle a fait, je trouve, de laisser tout ça de côté, en fait, de dire en fait ça m'intéresse pas, toc, je le passe, c'est entre les deux livres, et là on va parler de ce sujet-là, qui est comment ça se dénoue cette affaire. Ouais, moi ça m'a pas gênée non plus parce que j'ai trouvé que au final on envisageait bien qu'est-ce qu'avait été leur quotidien sans qu'on ait besoin de nous le montrer en long, en large et en travers. On comprend assez bien ce qui s'est passé pendant ces quelques années et justement les informations sont très bien distillées sans qu'on ait l'impression d'avoir manqué quelque chose. On n'a pas l'impression que les personnages ont trop évolué sans nous pour être des personnes différentes. On comprend bien comment ils sont arrivés là. Ils ont vécu leur vie, mais on a toutes les clés en main pour savoir qu'est-ce qui les a amenés là où ils sont. Donc moi ça m'a pas du tout frustrée. Alors que souvent ça me frustre, j'aime pas, j'ai l'impression que les personnages ont vécu sans moi et qu'on m'a caché qu'on m'a privé d'une petite fenêtre sur leur histoire. En général ça m'agace. Et là non, là vraiment je me suis dit bon, j'arrive bien à visualiser que c'était la guerre, qu'ils avaient les pieds dans la boue et dans le sang et je suis pas sûre que j'avais envie de voir des batailles et des batailles et des batailles où ils souffraient. Donc, ma foi, j'arrive bien à extrapoler sans ça, quoi. Je suis d'accord, mais justement, je trouve qu'ils ont. Bon, à part via un bon syndrome psychologique, machin, mais je trouve que leur position dans la hiérarchie, dans les deux camps, justement, n'a pas tant changé que ça entre les deux tomes. Et que finalement, ça aurait pu peut-être être autant de temps. Enfin, je sais pas, ça m'a pas dérangé non plus. C'était vraiment pas le souci. Ça m'a surprise, pas dérangé. J'ai juste, en fait, pas trouvé l'intérêt du truc. Voilà. Donc, ni pour, ni contre. Il n'y a pas de souci. Et du coup, est-ce que vous avez des points forts, points faibles sur le livre? Est-ce qu'ils sont différents des points forts, points faibles du tome 1 ou est-ce qu'on est dans la continuité? Alors, je pense que moi, je suis vraiment dans la continuité, hein. Pour moi, les points forts du tome 1, c'est les mêmes que ceux du tome 2. C'est les personnages qui sont super bien écrits, quoi. Les deux frères, ils sont... ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais on les comprend toujours et le travail qui a été fait sur la caractérisation, il est vraiment extrêmement bien fait, quoi. C'est bourré de sensibilité, et pourtant ils font des choses détestables et il y a des moments où on les déteste, mais on les comprend toujours et vraiment ils sont on les connaît, quoi. On sait qui ils sont, on sait d'où ils viennent. Et c'est vraiment très, 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 très bien fait. Oui, ils n'ont pas changé. Ils sont restés qui ils sont. Donc vraiment, c'est dans la lignée, forcément. On les avait laissés à un moment donné de leur vie, on les reprend 2 ans après. Enfin, ça n'a pas trop bougé. Mais c'est toujours eux. Vraiment, on les reconnaît très, très bien. Alors, des fois, on peut ne pas aimer ce qu'ils font. Vraiment, je pense qu'il y a de quoi pas aimer ce qu'ils font. Mais vraiment, moi, je les ai beaucoup aimés tous les deux, quoi. Et moi, mes petits points faibles, c'est peut-être un petit peu... j'ai vraiment des problèmes de géographie. Moi, je pense que j'en parle à chaque fois dans tous les bouquins qu'on lit. Mais des fois, j'avais parfois un peu de mal à savoir où est-ce qu'ils étaient. Ils parlaient d'attaquer une ville, de machin. Il fallait raser la province, partir de l'autre côté, prendre le bateau. Je disais, mais on est où? Ouais, alors moi, c'est pareil, j'ai rien compris. Et alors, en plus, ça m'a agacé parce que pour le coup, j'aurais bien voulu une carte, mais comme c'est de l'Espagne, enfin, tu vois, il y a un moment, juste dis-moi où on est physiquement. Là, on va où? On va à Madrid, on va à Barcelone. Enfin, en fait, en plus, ça m'a frustrée parce que en plus, pour le coup, la carte,
théoriquement, je l'ai, c'est la carte de notre monde. Et là, du coup, juste, on a changé les noms. Et donc, du coup, je savais pas où on était, je savais pas ce qui se passait. Genre, t'avais l'empereur du Firven qui fait venir des tanks. À la toute fin, j'ai fini par comprendre qu'en fait, le Firven, c'était l'Allemagne. Parce que c'est Hitler qui a fait. Enfin, c'est l'Allemagne nazie qui a aidé Franco à la fin. Donc, mais genre. Ouais. Du Bah, au bout coup, d'un mets-moi moment, une je pense carte que ou dis-moi que c'est l'Allemagne, dis-moi que c'est Barcelone et Madrid et voilà quoi. Et je sais pas, genre la ride, c'était les États-Unis, c'était quoi, enfin c'était l'Amérique quelque part. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais, oui, si ça c'était m'a. l'Argentine ou pas en Moi je sais fait. pas, ouais, c'est ça. Moi je me suis dit c'était quelque part en Amérique du Sud. Est-ce que c'est l'Argentine? Est-ce que c'est plus haut? Parce que, enfin je sais pas. Moi, j'ai décidé dans Et ma je tête que pense que c'était l'Argentine aussi, même si j'en sais rien. ouais. Je me suis dit, il fallait que je me fixe sur quelque chose. J'ai dit, bon, allez, on va dire que c'est ça. Et je pense que c'était un petit peu, c'était surtout toi, Nympha, j'ai l'impression qu'on avait Ouais. parlé dans le premier tome sur le fait que finalement, quel était l'intérêt d'avoir foutu ça dans un pays fictif, enfin, même si c'est l'Espagne. Et je pense que c'est toi qui en avais parlé. Ouais, Ça ouais. m'avait pas tant que ça dérangé dans le premier, ça m'a beaucoup plus dérangé dans ce deuxième tome. Voilà, ça sera mon point négatif. Au moins, où en fait, j'aurais préféré quand même carrément qu'on nous raconte l'histoire de l'Espagne. En fait, au moins, c'était réglé, on savait de quoi on parlait, on avait des noms de villes, on savait ce que c'était. Là, franchement, j'ai eu plus de mal, j'étais plus paumée sur la géographie, je comprenais pas très bien où on était. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. C'est un espèce de mix. Enfin, pour moi, c'est un peu un double défaut, en quelque sorte. C'est d'une part, t'as l'impression que ça a été, que les noms ont été changés pour faire genre fantasy, vu qu'on est publié chez ActuSF, alors que c'est vraiment pas du tout de la fantasy, c'est ce qu'on disait déjà pour le premier tome. Là, pareil. Donc, c'est vraiment ouais, ce même défaut de. En fait, on a changé les noms pour faire genre c'est fictif, mais globalement, on raconte quand même une histoire pas fictive. On sait pas. Et nous qui sommes nous trois, je pense, des gros néophytes de cette partie de l'histoire, du coup, on sait pas à quel point c'est une adaptation ou pas, mais est-ce que ça nous aurait dérangé si on avait dit les mots En fait, ce que je me dis, c'est peut-être ça nous aurait on se serait peut-être moins immergé si ça avait été les noms du vrai monde, mais en même temps, là, du coup, ça fait bizarre parce que tu te dis un peu, ah, je devrais savoir ce que c'est, je devrais comprendre la référence, mais à la fois, je m'y connais pas assez en nom espagnol, en géographie espagnole pour comprendre est-ce qu'il y a des jeux de mots, est-ce que Campo Real, c'est parce que Real, Real Madrid, je sais pas. Euh, tu sais, c'est là genre, en fait, moi je suis nul en géographie espagnole et en plus je connais pas cette On histoire. foot aussi, donc. En foot aussi. Donc tu sais pas, tu te dis bah peut-être que si tu sais que historiquement bah la province révolutionnaire c'était la Catalogne, bon bah du coup tu comprends que bah c'est la Catalogne et que donc la capitale c'est Barcelone et machin. Mais comme tu sais pas, tu te demandes, tu dis bon est-ce que c'est Barcelone, est-ce que machin. Tu sais pas où est-ce que les Espagnols ils s'enfuyaient quand ils fuyaient la guerre, donc tu dis bon on va dire que c'est l'Argentine parce que bah à Larine, Argentine, ça ressemble vaguement. Mais en fait pareil, t'en sais rien quoi. Donc ça, je suis d'accord que c'est un peu. En tout cas, moi, ça m'a un peu mis face à mes lacunes historiques putain, mais en fait, je suis vraiment nul. Je sais pas du tout. Ouais, moi pareil, hein, vraiment je me suis sentie mais complètement inculte quoi. Genre, en plus c'est vraiment de l'histoire récente et c'est quelque chose, c'est un Ouais. pays qui est juste à côté d'une autre. On devrait savoir ce genre de choses, mais alors vraiment, mais Je sais pas, la est-ce qu'on période est quand même Franco et censé tout. connaître tous les mouvements de troupes espagnoles pendant leur révolution bon, Non, quoi, non, mais c'est pas non non, plus. certes, c'est pas faux. Et avoir au Mais moins enfin, la tu vois, ref il y que, a avoir effectivement, une. l'Empire du Firven, moi, pareil, c'est à la toute fin, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça serait pas l'Allemagne, ça? Ou, C'est ça, moi ou- je l'ai capté, mais à la toute fin, genre, c'est bon. alors que depuis le début, tu parles de ça, et moi, je suis là, genre, mais il y avait des empires à cette époque-là en Europe? Je comprends pas. C'est pas Moi fini, déjà ça? au début je pensais que c'était une province du pays. Et ouais, moi Je aussi, comprenais pas, tu vois, je comprenais pas. On te name drop plein de trucs, je savais pas si c'était des régions du pays, si c'était les pays d'à côté, si c'était. Donc, du coup j'étais vraiment mais complètement paumée. Et voilà. Et c'est vrai que ben, enfin, on en avait déjà parlé pour le premier tome, mais c'est vrai que c'est toujours le cas. Je vois pas l'intérêt profond d'avoir changé les noms juste pour changer les noms. Après, je pense que ça a peut-être un peu libéré l'autrice aussi,
Parce que le côté chape de plomb de l'histoire, ça fait que peut-être que tu te sens, toi, obligé de vraiment faire plein de recherches historiques, de absolument tout baquer et tout, alors que là, du coup, elle se libérait peut-être un peu de ce contexte-là pour raconter l'histoire qu'elle voulait raconter, qui était une histoire avant tout familiale et de deux personnes, et pas forcément l'histoire du pays en lui-même. Donc peut-être que ça lui permettait, elle, de dédramatiser son récit. Et de prendre plus de liberté, peut-être, effectivement. Pour le coup, étant donné qu'on est nul, on saura pas vous dire qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est pas réel. Voilà. Je sais pas. On a Duncan et Citron dans le chat qui dit que pareil, ça l'a saoulé aussi dans les 2 tomes. Je pense que ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit un peu le reproche principal qui revienne, en tout cas, parce que ça veut aussi dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à reprocher, dans un sens. Oui. C'est positif quand le reproche c'est oui, Oui. j'aime pas le nom que t'as donné à tes villes. Bon. Moi, ce que je vous proposerais bien, c'est de conclure la partie sans spoil, parce qu'en gros, si vous êtes là et que vous avez lu le tome 1, bah, le tome 2 est dans la lignée. Je pense qu'on peut vous recommander de le lire si vous avez lu le tome 1. Si vous êtes là et que vous avez lu ni le tome 1 ni le tome 2, je ne sais pas ce que vous faites là, mais très bien. Continuez à nous écouter si vous voulez. Et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à débattre plus en rentrant dans l'histoire et en particulier sur les personnages qui sont, je suis assez d'accord, un des points forts du livre. Donc voilà. Je vous propose de passer à la partie spoil. Et je vous propose de commencer cette partie spoil par peut-être un petit panorama des personnages. Genre d'habitude on fait personnages préférés. On peut commencer par les personnages préférés, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des choses à dire sur pas mal de personnages, même ceux qu'on n'aime pas, car il y en a qu'on n'aime pas. Je pense pouvoir m'avancer là-dessus. Qui est-ce que vous avez préféré? Yoda, qui est-ce que tu as préféré? J'ai bien aimé Sergio. Voilà, si on part dans le personnage secondaire un peu inutile. Le compagnon, enfin d'armée de voilà, c'est ça, de Vian, voilà. Je l'ai trouvé plutôt sympa comme personnage. Je sais pas trop pourquoi, comme d'habitude. J'aime bien m'attacher à des personnages secondaires qui sont un peu inutiles, mais j'ai trouvé que il était très attaché à Vian, qui s'en occupait plutôt bien, qu'il y avait quand même il était très préoccupé par lui, qu'il voyait bien qu'il allait pas bien, qu'il savait pas trop comment faire, parce que de toute manière en plus c'est son supérieur, mais que finalement il va faire à peu près tout ce qu'il peut, tout ce qu'il lui demande quoi en fait. Et voilà, puisqu'en fait on ne sait pas trop de choses sur lui, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais je l'ai trouvé plutôt cool. Et mon deuxième personnage, mais alors encore plus transparent que dans le premier tome et que j'ai plutôt bien aimé, c'est Estella, leur belle-mère, qu'on voit très 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 peu et que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et pour le coup, j'ai été assez surprise parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est moi. Je m'étais mis dans la tête qu'ils s'étaient remariés bien plus tôt. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai été assez surprise en voyant qu'en fait, quand ils étaient adultes en fait quasiment au moment où leur père se remarie, ce qui est plutôt intéressant, mais je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête qu'en fait Estella avait participé à l'éducation de Vian et en fait non, puisqu'il part à l'armée quasiment de suite en fait, donc pas du tout. Et du coup je l'ai trouvé très intéressante parce que Vian l'aime beaucoup, son frère aussi l'aime plutôt bien, même s'il se rend bien compte que bon, ils n'ont pas grand chose en commun, mais c'est pas grave. Ils vont trouver un terrain d'entente pour plutôt bien s'entendre, Andrés et Estella. Et puis je la trouve plutôt choupette. Voilà. C'est un personnage qui a beaucoup d'empathie, j'ai l'impression, et qui en plus est très lucide sur pas mal de choses malgré tout, et malgré ce qu'on disait après le tome 1. Après le tome 1, je me sens qu'on disait oui, Estella, elle vit dans son monde. Oui, avec sa petite fête. Ouais, elle a un côté un peu naïve et idéaliste. Mais en même temps, elle est assez lucide, peut-être plus sur les gens que sur les événements à la limite. Mais par exemple, moi, il y a un moment où elle dit, je sais plus exactement ce qu'elle dit,
mais où en gros, elle explique que oui, se marier avec Colin, c'est pas mal parce que on va un peu arrêter de la faire Mm. chier parce qu'elle a eu son premier mariage où elle a pas eu d'enfants et que là au moins elle se marie avec quelqu'un qui a des enfants, donc on va pas la faire chier avec ça. Euh, et des petits côtés comme ça, par toutes petites touches où on vient te montrer qu'elle a en fait quand même une vraie personnalité derrière son côté un peu naïf et empathique de j'ai envie que tout le monde s'aime. Ouais, non, je suis d'accord avec vous, elle est super intéressante, Estella. Et, euh, et tu sens que, en fait, elle veut vraiment que les gens s'entendent et elle fait tout pour que ce soit le cas. Et effectivement, dans le premier tome, on se disait, bon, c'est un peu niais, un peu naïf. Mais en fait, là, tu la vois vraiment aller au conflit, aller au front pour que les gens ils s'entendent, quoi. Elle va vers Andrés, qui est quand même une bonne tête de nœud Mhm. à certains moments. Et, euh, et en fait, il faut vachement de courage hein, pour être aussi bienveillante. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un personnage hyper positif. Mhm. Et en même temps, c'est aussi le personnage qui, à la fin du tome 1, était avec Colin pour voler l'enfant de Andrés. Donc c'est pas, elle était quand même dans l'histoire, tu vois. Donc elle a aussi ses zones d'ombre et tout. Mais pareil, tu comprends pourquoi, enfin comment elle a pu aussi se persuader que c'était une bonne chose pour sauver le petit Victor, etc. Et que c'était pour le bien des relations familiales, quoi. Ouais. Donc je trouve qu'elle est intéressante. Mhm. Oui, et j'ai beaucoup aimé la scène donc, où elle sort complètement de son rôle de. En fait, on pourrait se dire, ah oui, c'est une fille de bonne famille, une noble, une machin, la fille d'un grand propriétaire. Et la scène où elle rejoint Andrés au bar, c'est une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, où donc Mm. Andrés se barre, c'est son repas de fiançailles en fait globalement, hein, à Estella. Et elle, bah, elle se barre aussi du repas, elle descend à la taverne du village, elle va boire des bières avec Andrés, et elle a l'air complètement à l'aise dans cette taverne. Et en fait, et c'est là que tu te rappelles, je sais pas si tu le sais déjà à ce moment-là, mais en fait que tu fais le lien aussi avec le fait que bah elle a beau être noble, c'est en fait la fille du patron des taureaux là, et donc en fait Ouais. c'est des nobles qui sont beaucoup plus pieds dans la boue que Oui, puis c'était le grand-père sympa aussi du premier tome d'ailleurs, ouais. hein, son père. Mm. C'était la partie de famille où tu savais que bah voilà, il était adorable son papa à Estella. Donc pareil, bref, tu les aimes bien quoi. Ouais. Et Non, je pense Bah, ça. moi, que du coup, ouais, en fait, moi, j'ai même chouchou que Yoda. Franchement, Sergio, mais je l'ai adoré, Sergio. Et je trouvais, enfin, enfin, vraiment, c'est le mec qui voit Vian se détruire, qui sait pas quoi faire, qui essaye de lui dire, bah non, bah écoute, je te donne pas de drogue, et qui en prend plein la gueule en plus. Mm. Mais bon, bah, il est aussi démuni, désarmé. Puis en plus, Vian, c'est quand même son supérieur hiérarchique. Donc c'est pas facile. Et tu le vois qu'il est vachement le cul entre deux chaises. Et j'ai trouvé que enfin, le personnage était super intéressant. Il lui reste très Et fidèle en fait, c'est ça, il est hyper fidèle. plus que hiérarchiquement en fait. Il lui est Mm, fidèle amicalement, enfin en tant que personne. ouais. C'est ça, c'est un vrai ami. Et, euh, et c'est un vrai ami qui veut son bien et qui le voit se noyer, ce pauvre garçon. Donc ça. Et, euh, et tu vois qu'il souffre de voir Vian se détruire aussi. Donc il est vachement bien ce personnage. Et toi, John? Moi, moi j'ai bien aimé Danielo. Euh, Mm. J'aimais déjà bien Danielo dans le tome 1, j'aime toujours bien Danielo, donc le fils des boulangers, le premier amour de Vian. Et j'aime bien, un des trucs que j'aime bien chez Danielo, c'est que c'est un des rares personnages qui est à l'intersection entre les deux frères. C'est-à-dire que la plupart des Mm. personnages, c'est soit des personnages qui sont avec Vian, soit des personnages qui sont avec Andrés. Et Danielo, en fait, c'est à la fois l'ancien amant de Vian et à la fois un bon ami de Andrés. Et je trouve ça intéressant d'avoir aussi des personnages qui connaissent les deux, qui s'entendent avec les deux. Et, euh, et je l'ai bien aimé à la fois dans les flashbacks, où il est tout choupinou,
dans le début de son histoire avec Vian, je les ai trouvés adorables. Et à la fois dans les scènes du présent, de la fin, où il recroise Andrés et où il va le soutenir en fait dans, dans ses. À la fin, il se retrouve à venir soutenir le combat, alors que dans le tome 1, il était un peu plus mitigé. Il avait dit bah là, quand même, moi, ça me fait un peu chier votre évolution. Euh, Là, il finit par venir les aider. Donc, moi, j'ai bien aimé, Danielo. Euh, Après, je trouve un peu en miroir de Sergio, il y a, mais j'ai pas retenu son nom. Ada? Non, alors oui, Ada, il y a Ada, mais je pensais plus, moi, le miroir de Sergio, c'est pas Ah, Ada, celui qui meurt? c'est l'autre, celui qui meurt, ouais. ah oui, oui. Je me souviens plus du nom, Pas Giorgio, non. je sais plus du tout. Celui Je qui sais parle tout le temps plus. de sa meuf. Ouais, je sais plus son nom. Chico. Chico, voilà, Chico. Donc lui pour moi il faisait un peu un miroir à Sergio. C'est un peu pareil l'acolyte un peu sympa, un peu rigolo, assez fidèle et qui avait en plus de ça effectivement sa relation avec Ada qui est assez attachante aussi comme gamine qui a eu une vie pas facile Mm. et qui faisait partie de tous ces seconds rôles, beaucoup de seconds rôles intéressants, je trouvais, dans ce tome. Ouais. Ouais, bah ouais, dans le premier tome, j'avais trouvé que les seconds rôles étaient peut-être un peu trop à la hache, où on avait vachement des archétypes. Et là, j'ai trouvé que non, ils étaient plus fouillés. Et on les voit peut-être moins, mais le peu qu'on les voit, ils marquent énormément. Du coup, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires dans ce tome-là. Euh, Moi, alors, je change de personnage secondaire. Un personnage secondaire qui pour le coup, m'a beaucoup déçu, parce que j'en attendais beaucoup, c'est Olympia. J'ai pas du tout accroché à ce qu'elle était devenue dans ce tome. Et alors, je sais pas si c'est parce que je m'étais projeté dans une évolution de personnage dont j'avais envie et que du coup j'ai pas du tout eu ça et du coup ça m'a déçu, ou est-ce que c'est parce que enfin, je sais pas quel est le degré d'objectivité dans le fait que j'ai pas aimé ce personnage. J'ai un peu eu l'impression que ça collait pas pour le coup, là où beaucoup de personnages ont une évolution très logique. Olympia, j'ai pas du tout reconnu la la fille du premier tome et la direction dans laquelle elle allait. C'est devenu une espèce de fille très aigrie, très désagréable. Alors, ok, Vian a pas l'air très facile à vivre, mais là où ouais, on a beaucoup de personnages qui ont beaucoup d'empathie, j'ai trouvé que elle en avait pas vraiment. Et donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est juste moi qui l'ai. Je pense qu'on a souffert du fait qu'on n'ait pas vu le mariage entre Vian et elle. On n'a pas vu le moment où elle était tellement heureuse de se marier avec lui, parce qu'en fait, elle a quand même l'air amoureuse de lui. Hein. Dans le tome d'avant, elle avait quand même l'air de le kiffer, Vian. Et du coup, on n'a pas vu le moment où ils interagissaient et où elle réalise qu'en fait, il l'aimera jamais, quoi, et que il préfère être à la guerre plutôt qu'être avec lui, être avec elle. Et tous ces mois où elle est à l'attendre, effectivement, elle devient complètement aigrie et elle se met à le haïr. Et je pense du coup, on souffre de pas avoir vu ces moments-là pour comprendre le personnage, quoi. Parce que c'est compliqué pour elle quand même aussi. Bah ouais, c'est ça. Ah, pas que je l'excuse pas de ce qu'elle a fait, mais elle est restée derrière, elle était seule dans une maison où finalement elle était même pas chez elle, avec un mari qui était jamais là, juste sa cousine qui a l'air vaguement sympathique, mais bon, on la connaît pas la cousine, nous pour le coup, donc
Et toute cette pression sociale qu'elle a sur elle aussi, quoi. En fait, elle en est arrivée à ce point, elle a besoin d'avoir un enfant, c'est tout, quoi. Et son mari ne peut pas lui faire un enfant, enfin, il n'y arrive pas. Voilà, donc... et c'est la faute d'aucun des deux. Enfin, c'est juste un couple que pour le coup, en effet, moi aussi, je pensais que ça aurait pu marcher. Et ça aurait peut-être pu marcher si elle s'était décidée à faire le gamin avec le soldat qui la gardait plus tôt. Comme ça, au moins, ça aurait été réglé. Mais là, c'est trop tard. En fait, il n'y a plus rien entre eux. Alors que c'est pourtant deux personnages qui avaient quand même assez tout pour s'entendre, quand même. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé cette évolution bizarre. J'ai aussi un peu de mal à la plaindre parce que dans le lot de personnages qu'on voit, oui, elle a une pression sociale pour avoir un enfant. C'est quand même loin d'être celle qui a la vie la plus difficile, malgré tout. Je pense que si c'était dans un contexte de paix ou de machin, ça serait différent. Mais là, globalement, euh, je trouve qu'elle a pas une vie, elle a pas vraiment une vie horrible, quoi. Ouais, mais je pense que elle en souffre aussi. Le fait de justement, elle sait hein, qu'elle est privilégiée. On l'a foutue dans une maison où elle a les photos de famille des gens qu'elle a expropriés, quoi. Et elle sait que elle est hyper privilégiée, mais en vrai, c'est aussi une fille d'action. Et je pense qu'elle aimerait juste être à l'action, quoi. Et on l'en empêche. Elle a dû abandonner la tauromachie. On la cantonne à être maîtresse de maison, d'une maison qui n'est pas la sienne, pour un mari qui ne l'aime pas, qui l'aime tellement pas qu'il préfère aller faire la guerre plutôt que de passer une journée de plus avec elle. Et en plus, elle le comprend pas forcément parce qu'en fait, forcément, enfin, elle est aussi dans un contexte d'homophobie latente. Enfin, alors je sais même pas si elle a vraiment compris que Vian aimait les garçons ou juste qu'il ne l'aimerait jamais. Je sais pas, Mais c'est pas clair, hein. c'est pas hyper clair. Mais en tout cas, elle comprend que vraiment, lui, il veut tellement pas d'elle qu'il préfère aller se foutre les pieds dans le sang, quoi. C'est quand Ouais. même, Mais après, c'est c'est vrai quand que même du coup, violent, quoi. on voit pas les 2 premières années, mais dans les scènes qu'on voit, elle est, alors oui, il préfère se barrer, mais elle est pas non plus particulièrement accueillante avec lui, et il n'y a pas vraiment de moment où elle lui donne envie de rester. J'ai trouvé que c'était un environnement très froid, voire hostile, mine de rien, avec Vian, et que, bah, en quelque sorte, tu te dis, bah, ouais, ça lui donne pas envie de rester là. Et en plus, bon, lui, en plus, il a ses hallucinations, ses machins, il est complètement paumé. Mais donc peut-être que elle a saturé, elle en a marre et qu'elle fait plus l'effort, et peut-être qu'elle l'a fait au début, mais en tout cas là, tu la vois pas non plus essayer de comprendre ce qui lui arrive. Elle a l'air d'être juste saoulée et de lui dire mais vas-y, tu pourrais manger proprement avec tes 12 couverts pendant qu'on fait le banquet. Et lui, il est en mode mais meuf, il y a 2 heures, j'étais en train de tirer sur des gens dans la boue, quoi. Enfin, laisse-moi souffler, quoi. Ouais, non, mais clairement, elle est peste hein, avec lui. Hein, elle est vraiment. Mais moi, enfin, je pense que justement, je pense qu'elle a essayé et que elle est aigrie parce qu'elle a tellement essayé Ouais. et qu'en plus on la cantonne à un rôle qui ne lui plaît tellement pas que elle est à la fois aigrie dans sa relation avec lui et dans sa relation au monde qui la force à prendre une position qu'elle n'a jamais voulu. Mm. Donc, elle est J'ai pas heureuse, l'impression quoi. qu'elle en ait vraiment envie d'avoir des enfants. En plus, c'est un rôle qu'on lui impose un petit peu. Elle, tant qu'elle avait ses taureaux, elle était contente, quoi. Ouais. Moi, je me En souviens. plus, on démarre le livre à un moment donné où sa mère vient de mourir. C'est pas non plus la grande joie, Ouais. quoi. Mm. C'est pas. À un moment, je me suis demandé si elle allait pas être en fait en couple avec la cousine, et j'aurais trouvé ça assez rigolo. Et puis finalement, non, pas du tout. Enfin, pas du tout, j'ai pas l'impression en fait au final. Il y a eu un moment, je me suis demandé, parce que tu vois, on nous parlait comme souvent de cette cousine qui était là, qui la soutenait, qui machin, qui allait parler à Vian, etc.
Et puis, bah non, c'est pas parti dans cette direction-là. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, Non, mais finalement, du coup, c'est justement, si elle avait eu cette relation avec sa cousine, peut-être que ça aurait été beaucoup plus sain entre elle et Vian, quoi. Parce que bah, là, Oui. voilà, si elle avait aimé les femmes et que lui, il avait aimé les hommes, voilà, hein, ils avaient un terrain d'entente parfait, quoi. Là, a priori, elle l'aimait, quoi. Enfin, dans le premier tome, on avait quand même l'impression qu'elle lui était très attachée. Et là, dans les flashbacks, c'est pareil. Quand on les voit se rencontrer, etc., on sent que Vian, pour elle, c'est quelqu'un qui est vraiment différent des autres, quoi. Et qu'elle s'attache à lui et qu'elle projette... Enfin, oui, c'est son futur fiancé dès le début, quoi, en fait. Elle projette son avenir sur lui et son avenir, finalement, il ressemble pas du tout à ce qu'elle aurait voulu qu'il soit, quoi. je l'ai pas tant senti dans les flashbacks, cet amour d'Olympia. Enfin, à la limite, j'ai presque plus vu un attachement sororal. Enfin, tu vois, un peu un côté je te prends sous mon aile parce que c'est un peu le petit gamin dans l'école de tauromachie qui veut pas faire du mal aux taureaux parce qu'il les aime bien et qui machin. Euh, Bon, après, voilà, je sais pas. Je trouve que c'est des enfants à ce moment-là en même temps, donc moi, j'y ai pas spécialement vu de sentiments amoureux, mais et pareil, même après, enfin, tu me diras, mais quand ils essaient de coucher ensemble, elle met son espèce de drap de protection, de machin, jusqu'à sur sa tête et je sais pas quoi. Ça m'a pas donné à aucun moment l'impression qu'elle était folle amoureuse de lui, quoi. J'ai eu Mais l'impression. je pense qu'au moment où on prend le livre, c'est trop tard, de toute manière, entre les deux, quoi, c'est tout. Et que peut-être, là pour le coup, le saut dans le temps a peut-être vachement joué, et que peut-être au tout début de leur mariage, il y avait quelque chose, tout ça. Mais là, c'est vrai qu'au moment où on le prend, c'est déjà terminé entre eux. Enfin, c'est fini, c'est foutu, il n'y aura jamais plus rien, sauf s'il arrivait à lui faire un gamin, ce qu'il n'arrive pas à faire, donc voilà. Là, oui, à ce moment-là, quand on prend ce tome 2, non, il n'y a plus aucun espoir entre les deux. Là, pour le coup, je me suis jamais dit à aucun moment, ouais, ça va être trop Oui, non, cool. c'est clair. Voilà. Mais non, moi j'avais l'impression quand même que elle s'attachait à lui plus que lui ne s'attachait à elle, même dans les flashbacks. Alors on voit les choses à travers les yeux de Vian. Donc du coup forcément Vian lui c'est un petit garçon et il est très naïf et en plus il découvre tout d'un coup le désir mais avec Danielo et il réalise qu'en fait il en a zéro pour Olympia. Mais justement, en fait, la question même, elle se pose. Et pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, Olympia, de l'autre côté, elle-même, avec ses petits moyens, elle aimerait bien essayer. Mais juste lui, il est totalement juste pas réceptif, quoi. Donc, Ouais, peut-être. Autre personnage, lequel? Je sais pas. Colline. Non, grimace de yoga sur Colline. J'ai trouvé que Colline, on était dans la continuité du tome 1 où déjà je l'avais un peu défendu en disant que je trouvais qu'il était quand même un peu plus complexe que que ce qu'on pourrait croire de prime abord et qu'il essaye de s'extraire de son passif. Et je trouvais qu'on continue un peu dans ce sens-là. Euh, En particulier, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, alors moi j'ai beaucoup aimé les flashbacks dans ce tome. Là où dans le tome 1, j'avais trouvé que les flashbacks c'était que des moments d'enfer horribles. Là, globalement, je trouvais que tous les flashbacks c'était des moments de respiration et de bonheur presque. alors pas tous, hein. Bon, alors pas tous, mais, euh, mais globalement, j'ai bien aimé les flashbacks et en particulier, j'ai bien aimé par exemple le flashback. J'ai beaucoup aimé le flashback où Andrés, qu'est-ce qui se passe? Il se fait virer de l'école et il décide de pas rentrer. Il va traîner pendant 3 jours dans les quartiers, machin. Et quand il rentre, il pense qu'il va se prendre une énorme rousse, machin. Et en fait, Colin, il est juste en mode, mais mec, ça fait 3 jours que t'as disparu. En fait, j'étais inquiet, je t'explique.
Là, moi, tu es mon enfant qui avait disparu pendant 3 jours, j'ai pas de nouvelles. J'ai peur et j'ai trouvé ça à la fois très logique et très humain et très, je sais pas, j'ai trouvé ça très attachant de la part de Colin. Ça m'a rappelé que, en fait, mine de rien, j'aime bien Colin, malgré le fait qu'il ait fait beaucoup de mauvais choix dans son éducation de ses garçons. J'ai l'impression Donc il est que, complètement dépassé, cet homme-là. ouais, Il, j'ai il est l'impression qu'il dépassé essaye de et en bien plus, faire. ouais. Il est Je pense, souvent ouais, à il côté de la essaye, hein. plaque, Mais il les aime. Il aime ses enfants et surtout il aime Andrés. Bon, il aime peut-être même plus Andrés que Vian et Vian Ah bah aurait carrément, mérité, pour le coup. aurait mérité un peu plus d'amour de son papa parce que bon, s'il avait parlé un peu plus à papa et moins à Papiol, on n'en serait pas là, hein. Oui, mais oui, non, il aime profondément Andrés et moi enfin, sa déclaration d'amour à ses fils, elle est belle. Et j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça aussi terriblement triste parce que du coup, le moment où du coup il dit oui, mais Andrés et tout, Andrés, et il parle à Vian à ce moment-là, Vian qui est quand même les pieds dans la merde, complètement en plein stress post-traumatique, qui est mal, et qui a tout fait pour lui, en fait, pour la famille, parce qu'en fait, c'est quand même Colin qui lui a dit, bah non, tu désertes pas et tout, et il faut préserver le nom, et il fait tout pour le nom Cabayol et pour son père et genre il est au téléphone et t'as l'autre qui est là en mode ah, Andrés c'est poignant quoi, c'est hyper triste. Ils écrivent à Vian, c'est que pour parler d'Andrés, alors que l'autre, le pauvre, Ouais. il s'en prend plein la gueule, quoi. C'est... Non mais les années de thérapie que Vian devrait se prendre, mais mon Dieu quoi. Ah, c'est clair, quoi. Il est mort quand, le papy? Moi, c'est quand même une question que je me suis posée à l'arrivée. C'est quand est-ce qu'il meurt, le vieux? Beaucoup trop tard. Ouais, c'est pareil. Du coup, il était là pour le remariage de son fils. Quand on démarre le tome 1, par contre, il était mort à ce moment-là. Oui. Il se passe pas tant de temps que ça entre le remariage de Colin et le début du tome 1 pourtant, et j'ai pas trop compris du coup finalement quand est-ce qu'il était mort, le vieux, mais en effet beaucoup trop tard. On est d'accord. Oui, par contre, vraiment toujours aussi horrible quoi. Toujours Ah pareil. ouais, non mais atroce. Encore il est mort. C'est déjà ce qu'on disait pour le tome 1. On disait il est mort et il continue à nous faire chier. Mais là encore pire qu'avant quoi. C'est clair. Il est mort mais il est carrément revenu en fantôme quoi. Enfin... Non, puis même dans les flashbacks, il fait des trucs atroces de chez atroce. Ah, mais c'est vraiment la pire des merdes humaines. Ah, mais horrible cette personne, horrible. Rien à garder chez lui, rien à sauver. Mais ce qui est terrible, c'est quand même qu'il reste crédible, quoi. Enfin, parce que des saletés humaines comme ça, des pourritures qui tellement toxiques qu'elles pourrissent toute leur famille, il y en a. Et ça qui est atroce, quoi, c'est qu'en plus tu peux projeter sur certaines personnes qui ruinent la vie de tellement d'autres personnes par leur toxicité. Il est super crédible comme personnage. Ouais, sur plusieurs générations derrière. C'est terrifiant, quoi. Parce que c'est terrifiant de réalisme, en fait. Et le pauvre petit Vian, mais le pauvre petit Vian. Je pense que Vian, c'est vraiment c'est tragique, quoi. Ce personnage, il lui arrive que des choses horribles. Il se prend tout dans la gueule et lui, il essaye. Tu sens que juste son but, c'est sauver sa famille en fait, en quelque sorte. Enfin, il fait tout pour à la fois pour son père et pour son frère aussi quand même. Il essaye de sauver les deux en fait et il se met il s'enfonce toujours plus profondément dans l'horreur de sa guerre, de sa hiérarchie là, alors qu'en fait il a pas envie d'être là et il continue parce qu'il a l'impression qu'il est obligé de faire ça pour sauver sa famille, quoi. Ouais, quelqu'un le dit très très bien d'ailleurs à un moment donné que en fait
dit à Andrés que Vian en a absolument rien à faire, que ce soit de la machine, de la guerre, de rien du tout, mais qu'il ferait tout pour son frère, et c'est tout, quoi. Lui, sa vie, c'est son frère, quoi. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que aussi, si tu n'avais pas le point de vue de Vian, si tu n'étais pas dans sa tête, tu verrais juste un espèce de soldat complètement neuneux qui suit les ordres et tu te mettrais à la place d'Andrés à voir ton frère qui fera que des mauvaises décisions, qui fait que des horreurs. Et nous, on est à la place de Vian, donc on sait. Mais je pense que c'est dur pour les personnages autour de comprendre Vian et de comprendre comment il peut en arriver là, quoi. Genre Augustina, elle lui quand elle le retrouve et je lui dit mais qu'est-ce que t'as fait, t'as pas honte de ce que tu fais et tout, et en fait ce pauvre garçon, juste il est tellement perdu, il était tellement Oui, il sait pas quoi faire d'autre, quoi. voilà. Et j'ai bien aimé que aux yeux d'Andrés, le début, en tout cas la compréhension de Vian arrive par Niobé, en fait, par le moment où Vian apprend que Andrés est toujours vivant. Il a cette espèce de choc de réalisation que en fait son général, il vient d'accéder enfin au général machin, il est là genre yes, je vais pouvoir sauver mon frère s'il est toujours vivant, je sais pas quoi. Et là l'ordre c'est ramène-moi ton frère vivant pour que je le dépèce devant tout le monde, quoi. Et cette espèce de choc et de réalisation, je trouve qu'il est encore. Alors, le pauvre Vian qui se prend encore un choc, un état de choc, alors qu'il est déjà en état de choc permanent, pardon. Et qui, du coup, enfin trahit et fait un peu d'inside, je sais pas quoi, information. Et qu'il envoie. D'espionnage. D'espionnage, voilà. Et je trouve ça intéressant qu'il envoie à Niobé, en fait, qu'il ait cette lucidité de pas envoyer parce que quand tu le vois envoyer avec Monsieur Rizet, tu dis bon, il envoie à Andrés, machin. Je trouve ça intéressant qu'en fait, il envoie à Niobé, qu'il ait cette lucidité de dire, bah, en fait, c'est Niobé qu'il faut que je prévienne. Et que derrière, ça soit du coup Niobé qui dise à Andrés, au moment où Andrés comprend que Vian est dans le camp adverse, que Niobé lui dise, non, mais en fait, réfléchis quand même parce que ton frère, c'est quand même toujours ton frère. Et ton frère, là, c'est lui qui nous a prévenus, c'est lui qui nous a sauvés. Et c'est peut-être elle, à ce moment-là, d'ailleurs, qui dit ce que tu disais, Yoda. Oui, c'est ça, c'est Niobé, ouais. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et je pense que derrière, Andrés, du coup, comprend ça. Et je pense qu'il y a un pardon quand même de Andrés pour Vian. Jusqu'à la fin. C'est ce moment horrible. Est-ce qu'on en parle de ce moment horrible où genre Vian donne la pilule à Andrés parce qu'en fait il a pas d'autre choix, mais c'était horrible cette scène. Je trouvais. C'est un écho de la scène juste avant où il a dû tuer son petit taureau. Ouais. Parce que pareil, c'est exactement la même scène en fait. Tu dois tuer parce que si ne leur donne pas le spectacle, ne leur donne pas le plaisir de faire le spectacle. Toi, fais-le proprement et fais-le pour pas qu'il souffre. Et alors moi, déjà le moment du taureau, mais ça m'a achevé, quoi. Mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais alors, en plus, le truc, c'est que donc mon mari m'avait prévenu qu'il y aurait une scène que j'allais détester. Donc depuis le début du livre, je savais qu'il y allait y avoir une scène que j'allais détester. Et je sais que mon petit mari me connaît bien et que donc du coup à chaque fois qu'il y a un animal qui meurt, c'est généralement ce genre de scène là qui me trigger vraiment beaucoup. Donc, du coup, déjà, dès le début, genre, il parle de tauromachie. Je me suis dit, oh merde, tauromachie, oh non, oh là. Donc, du coup, je me doutais que, alors après, donc déjà, tauromachie, je me suis dit, oh là là, il va y avoir une scène atroce de tauromachie. Je suis quand même une personne qui, genre, quand j'entends la chanson de Cabrel, faut pas que j'ai trop bu ou alors que je sois trop fatiguée parce que je me mets à chialer juste en écoutant la chanson de Cabrel. Donc, on est à un niveau, moi, sur la tauromachie, déjà, c'est pas mon kiff, quoi. Donc là, je lis tauromachie, je me suis dit, ah merde, il va y avoir un truc horrible de tauromachie.
Après, Vian, il achète son petit taureau là et il se met à le nourrir et tout. Alors là, je me suis dit merde, mais ça va me détruire cette scène. Et putain, mais non seulement il faut tuer le taureau, mais en plus c'est Vian lui-même qui tue le taureau. Mais ça m'a achevé. Mais j'étais mais en larmes sur mon canapé, mais dans un état. Mais c'était horrible. Hein. Du coup, vous pourrez demander à Lionel. À un moment, il tourne la tête et il me voit, mais j'étais en train de sangloter. J'en pouvais plus. J'étais toute rouge. C'était ridicule. Donc ça m'a complètement brisé le cœur. Et donc bon après il y a eu la pilule, donc la scène de la pilule où du coup j'étais partie quoi, émotionnellement j'en pouvais plus. Et donc après tu pars sur la pilule, mais là j'en pouvais plus quoi, j'étais une flaque. Ça n'allait plus du tout quoi, mais j'étais mal. Non, ce livre il m'a vraiment il m'a brisé le cœur. Hein. Horrible. Je suis d'accord. Que dire de plus? Ouais, non, mais c'était vraiment, c'était affreux. Franchement. C'est affreux. C'est encore plus affreux quand tu dis qu'en fait, il y a que ça à faire, quoi. Enfin, il n'y a pas le choix. C'est ça, ou encore pire. Enfin, donc. Oui, que c'est voilà. genre, Allez, viens, rajoute-toi encore un peu de thérapie. Voilà, c'est ça. Mais Vian, il survit à tout ça, quoi. Franchement, je sais pas dans quel état. Je sais pas si derrière il arrive à se reconstruire. Je sais pas. Je sais comment tu peux te reconstruire après ça, quoi. Bah, il faut être bien entouré, quoi. Là, à mon avis, il va falloir que les Agustina et comment ça s'appelle, Léa, arrivent à ne pas lui enfoncer la tête sous l'eau parce qu'il part avec les deux qui ont quand même des raisons de lui en vouloir, hein, légitimement. Je pense que derrière, il va falloir qu'elles arrivent à mettre ça un peu de côté et à le soutenir parce que sinon, il va péter un câble, quoi. Enfin, déjà qu'il n'est pas ultra sain. Je pense que là, si on se projetait dans une suite, je pense que l'élément primordial pour Vian, ça serait les réactions d'Agustina et Léa vis-à-vis de lui. Et en même temps, parce que voilà, Léa. Oui. Léa, elle-même aussi quand même, on n'a pas son point de vue à elle, mais pour le coup, je pense qu'elle va avoir aussi pas mal de traumas à évacuer quand même aussi. Donc voilà. Elle a perdu le père de son enfant. Elle est partie en camp de travail. À Révolution, elle est partie en cacahuète. Elle a perdu toute sa famille aussi. Oui, en attendant, ses frères et sœurs qu'elle a cherché pendant des années. Voilà, je pense qu'elle a elle aussi déjà pas mal à gérer sur elle-même avant de pouvoir même se voir avec Vian, quoi. Ils pourraient se soutenir mutuellement en fait, ou en fait ils oui, pourraient bien soit sûr, se soutenir, soit s'en vouloir et un peu se taper dessus. Tu vois, c'est. Moi, je veux croire en un monde où ils se soutiennent en Argentine. Ils retrouvent Matisse et tout le monde élève le petit Victor dans les champs d'oliviers. Je sais pas s'il y a des champs d'oliviers en Argentine. Moi, j'y crois malheureusement pas trop. À mon avis, Vian, il vieillit pas très bien et je pense que son entourage souffre aussi beaucoup de la souffrance qu'il Non, moi je pense dégage. qu'ils retrouvent Matisse et qu'ils partent dans une petite maison dans la campagne et qu'ils voient plus personne et qu'ils voient juste son neveu et sa nourrice et puis que tout va bien. Non, moi je pense qu'il a trop honte pour ne serait-ce que chercher Matisse en fait. Ah ouais. Je pense qu'il a tellement honte de ce qu'il a fait pendant la guerre. Oh, je pense que ça peut retrouver Matisse, pour le coup, ça peut être un objectif qui peut se donner et qui pourrait l'aider à avancer un peu. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il s'en veut tellement qu'il s'autoriserait jamais à avoir le bonheur de retrouver Matisse. En fait. Sur la fin, c'est un petit peu. Il se déteste un peu. Oui, pour moi, il dit un peu ça qu'il pourrait sauver.
il le dit, mais entre le dire et le faire, moi, je pense que vraiment qu'il s'autoriserait pas le bonheur d'être vraiment avec moi, Mathis. Il dit quand moi, j'y même crois. que Oui, le pardon franchement, que la Mathis fin, lui adresserait quand il le retrouverait. Ouais, moi je sais pas. Moi je dois être trop pessimiste, mais je me dis que enfin, il a trop de problèmes, trop de poids sur lui pour pouvoir derrière s'autoriser à vivre une vie saine et enfin, il a beaucoup trop de choses à gérer et de réconciliation avec lui-même à faire avant de vraiment pouvoir se tourner vers quelqu'un d'autre et se dire j'ai le droit d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il est enfin sur cette voie-là, et je pense qu'effectivement, Mm. à la fin, c'est ça qui l'enclenche comme truc entre eux quand il... Et ça commence, à mon avis, au moment où il trahit en fait le général, où derrière, il donne des mauvais plans à son armée pour qu'il se fasse taper le plus possible par les rebelles, où il Mm. tire sur son petit compagnon, carrément, quand même. À mon avis, c'est un nouveau truc traumatique, mais c'est pas grave. Mm. Ouais. Euh, et en fait, il s'autorise un peu, je pense, à se dire, bah en fait, ok, bah je pars, voilà. Il laisse Olympia, il retrouve Léa et Victor, il se barre et là il se dit, bon bah ok, ça c'est fini, j'essaye de passer à autre chose. En tout cas, je pense qu'il a cette volonté-là. Ouais. Non, mais je pense qu'il a la volonté de. Après, je sais pas s'il arriverait vraiment à le faire. Enfin, tu vois, je pense que c'est difficile quand on est aussi abîmé de de s'autoriser à aller. Enfin, on a déjà tellement de choses à réparer en soi que aller. Et limite, c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire de se servir de quelqu'un comme d'une bouée de sauvetage aussi. Donc, Mm. Mm. je sais pas. Faudrait demander à l'autrice parce que l'autrice avait quand même dit que c'était très inspiré des gens de sa famille, Ah, de son histoire familiale. Donc j'espère que c'est pas complètement totalement inspiré et que c'est pas aussi traumatique influence. dans sa lignée parce que punaise, sinon bah, bah, désolé, c'est Mm. triste quand même. Voilà. Et, Parce que ouais, de toute façon, à cette époque, bref. ouais. Bon, et Andrés alors, parce que là on parle de Vian. Est-ce que vous avez bien aimé Andrés dans ce tome-là? Je sais que vous l'aviez un peu critiqué dans le tome 1, vous avez un peu énervé, et moi je l'avais beaucoup défendu. Et moi ça a encore été, je pense, mon préféré des deux. Euh, Vian m'a touché, mais je sais pas, j'aime beaucoup Andrés. Ah, là, j'ai beaucoup aimé Andrés aussi dans ce tome-là. C'est mieux aller avec Andrés qui de toute manière finalement a plus trop le choix de quoi que ce soit vu là où on en est. Ça sera pas mon personnage préféré de l'univers, mais ça allait mieux. Bah, il a toujours son petit côté un peu nombriliste, mais il le perd via la guerre et notamment via Victor et via Léa. Il perd quand même ce côté euh, je suis le centre du monde et je prends mes décisions et qu'importe les gens autour de moi. Parce que du coup là, il a quand même Victor et Léa et du coup moi je trouvais que ça s'agissait quand même et ça le rendait plus empathique en fait parce que mon problème avec Andrés dans le premier tome c'était surtout que bon oui alors c'est vrai hein, t'as tes idéaux c'est cool machin mais quand même il y a des moments où vraiment il était très 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 nombriliste quoi c'est c'est mon combat, mon moi-même, ma meuf, et ma meuf quand elle dit ce que je veux, parce que quand elle est pas d'accord avec moi, et, alors que là, j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup plus pondéré et tu sens qu'il a grandi quoi. Il est moins l'ado rebelle qui veut faire son intéressant et c'est devenu un homme quoi. Et en même temps, t'as l'impression qu'il a un peu moins de trauma que
que Vian au final. Oui, quand même, oui. Beaucoup. Oui, quand même, oui. Oui, clairement, oui. Oui, il va mieux qu'André. Oui, il va mieux que Vian, oui, ça. Il ne voit pas le fantôme de Papillol, déjà. C'est déjà ça. Mais c'est marrant, je sais pas si marrant c'est le terme, mais ouais, il a probablement moins aussi de dissonance cognitive dans son combat, quoi. Lui, il est vraiment dans un combat qu'il a choisi. Oui. Donc même s'il voit des trucs un peu rudes, il y a beaucoup plus d'optimisme et de positivité dans ces combats-là que dans les combats de Vian. Oui, puis même dans les flashbacks, ces combats, c'est aider un petit garçon qui est bègue et lui donner et l'aider face au harcèlement du méchant élève et l'aider à réussir en cours et tout. Donc c'est pareil, c'est des combats qui sont vraiment d'une noblesse absolue et où en plus justement là, il aide quelqu'un d'autre. C'est pas c'est pas pour lui-même qu'il fait les choses et c'est pas juste du combat d'ado rebelle pour faire l'ado rebelle et faire son exalté qui fait sa révolution. C'est en plus là vraiment il est en empathie avec quelqu'un d'autre et là aussi. Des flashbacks qui en fait montrent que son père l'aimait en plus. Alors voilà, que finalement il s'est barré de la maison, du coup il avait pas Papillol sur le dos alors que son frère il se les bouffait tout le temps. Voilà, on en revient. Et puis il aimait pas l'économie, bah c'est pas grave, il fera de la médecine, qu'il a laissé tomber aussi, quoi. Enfin voilà, finalement c'est un personnage qui est en révolte totalement contre sa famille, contre tout ça, alors que finalement tu te rends compte que ok, c'était pas facile tous les jours, je sais pas ça non plus, hein, puisqu'ils l'ont envoyé en pension quand même. Mais une pension où ça a plus ou moins bien passé. Mais tu te dis, ok, mec, en fait, tu t'étais parti en révolte contre ta famille, un machin, tout ça. C'était quand même plutôt cool en rapport de ce que ton frère a vécu pendant ce temps-là, quoi. Rien à voir, mais ça m'y a fait penser. Mais j'ai trouvé que ce tome était par contre beaucoup moins politique. Je sais pas si c'est juste moi qui ai eu ce sentiment, mais là où le tome 1 était quand même très axé sur les combats de la machine en fait et les raisons de la révolte et de tout ça, là on est dans une situation établie où il y a bon clairement les méchants militaires dictatoriaux tyranniques etc. et les gentils révolutionnaires résistants, mais on a beaucoup moins, j'ai trouvé, les messages politiques. J'y ai pensé parce qu'on parlait des idéaux d'Andrés, etc. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup moins précis et développés dans ce tome-là. C'est aussi que, mine de rien, t'assistes à la fin de cette révolution-là et au fait que même dans leur propre camp, ils finissent comme des parias. Oui, Donc, échec absolu au final. c'est quand même l'énorme échec de ces idéaux-là. Et du coup, la politique, pour moi, elle est là-dedans. Elle est dans le fait que même entre eux, même dans le camp des gentils, entre guillemets, ça se tire dans les pattes pour que à la fin, il y ait des gens, il y ait des gens gentils qui finissent dans le camp des méchants et que les vrais gentils, ça devienne des parias absolus. Et enfin, tu vois juste la trahison politicienne du président qui lâche les gens qui ont des idéaux parce que lui, il se sauve les miches, quoi. Oui, donc plus. Et en fait, c'est aussi intéressant à voir d'un point de vue plus international aussi. Oui. J'ai trouvé. Oui, il y a peu de gens qui se mouillent vraiment. Il y a peu de gens qui se mouillent et je me souviens pour le coup avoir dit que leur révolution ne réussirait pas s'ils n'arrivaient pas à se mettre les classes moyennes de leur côté, ce qui ne réussissent pas du tout en fait, quoi. Et forcément, t'as l'impression qu'ils ont quand même plutôt le peuple avec eux parce que tu vois à chaque fois, quand tu vois du point de vue de Vian, l'armée qui libère entre guillemets un village où vraiment personne n'est content, et quand tu vois Andrés
qui libère un village et où là, ils sont vraiment beaucoup plus accueillis en libérateurs. Je trouve que tu vois quand même que le peuple préfère a Oui, l'air il en tout cas de préfère. préférer l'occupation ou enfin le camp révolutionnaire, mais que par contre, en fait, ça suffit Parce pas à qu'ils font, faire Oui, changer la mais ils société, quoi. supportent ils le se camp battent pas, quoi. révolutionnaire du président, en Ouais. fait. Ils supportent pas le camp révolutionnaire de base des machinistes. Enfin, Et j'ai pas eu cette impression-là, moi. non plus. Et puis en plus, ils se battraient jamais pour Mm. ces idéaux machinistes. Je sens que bon, ils sont pas pro au Vando, mais ça veut pas dire qu'ils sont pro machine, quoi. Mm. Et que peut-être ils défendraient le président, ils défendraient leur constitution élue et même l'armée que le président veut mettre en place. Ok, pas une révolution, en fait. Enfin, j'ai un peu eu cette impression-là, moi, que c'est compliqué à dire, mais que ils s'étaient peut-être trop focalisés, les machinistes, en fait, sur les plus pauvres, et ils n'ont pas réussi à intégrer dans leur combat les classes moyennes, qui n'ont pas du tout le même objectif de vie. Hein. C'est normal. Comme Danielo le disait dans le premier tome, en fait. Eux, ils ne voyaient pas l'intérêt, en fait. Et ils ont, je pense, pas réussi à Après, Danielo, Ils à ont la pas fin, mobilisé. mobiliser, va voilà, en avec eux, fait, hein. l'intégralité du pays avec eux. Et du coup, Ouais, mais oui, à la fin, Danielo, il va avec lui parce que il a et puis parce qu'il a le malheur d'être pile dans la ville, enfin dans la région où on a dit on s'en fout, de toute façon on va brûler tout le monde. Donc on va tout raser, on va brûler tout le monde. Ouais, d'accord. Bon bah allez, vas-y, je vais aller contre les gens qui veulent raser mon village, c'est à peu près normal. Pour moi, Danielo, il est pas représentatif des autres gens qui sont un peu. En fait, pour moi, c'est plus les parents de Matisse qui représentent bien ce côté où, genre, ils sont terrorisés par les soldats, donc ils sont terrorisés par Vian, mais ils sont aussi terrorisés par la machine, ils sont terrorisés par tout le monde. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Et globalement, ils s'en foutent un peu de quel camp gagne, tout le temps qu'ils ont la paix, quoi. Et ils sont terrorisés par tout le monde, quoi. Voilà, donc ils n'ont pas réussi à mobiliser à l'intérieur. À l'international, ils ont complètement raté. Les seuls qui leur envoient du soutien, ils leur envoient des fusils qui ne marchent pas. Donc, c'est foireux. Ils ont un pouvoir politique qui ne les soutient pas du tout. Ouais. Voilà. L'armée qui ne les soutient pas non plus. Enfin, au bout d'un moment, ils n'ont plus personne avec eux, quoi. Oui, c'est un peu tragique comment ça finit. Mais en même temps, dans les faits, a priori, je pense que ça a dû se finir un peu comme ça en Autre Boudin aussi. Hein. Sinon, ça se saurait que voilà, hein, il n'y aurait pas eu Franco à la fin. Hein. L'international a décidé un peu s'en laver les mains en se disant voilà, c'est pas un problème. Mais bon, là, c'est ce qui s'est passé en Allemagne aussi. Hein. Tu sais, c'était une époque où globalement la politique internationale était à non, on s'occupe de rien, tout va bien. Ils voulaient pas se mouiller, mais ouais, c'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant sur tous les plans. Cette fin, moi j'ai trouvé que la fin était très bien, mais un peu comme dans le tome 1, mais une fin où un peu il y a une sorte d'accélération et t'as pas envie de lâcher avant d'avoir fini, mais où bah rien ne va quoi globalement. Enfin, tu veux savoir jusqu'à quel point ils vont souffrir. Puis surtout à quel point toi-même tu vas souffrir. Je crois qu'il y a une mode en ce moment sur TikTok en mode tu te filmes en train de pleurer sur un livre. Je crois qu'il y a des bouquins qui font le buzz sur TikTok parce que t'as des nanas qui se pleurent qui se filment en train de pleurer devant un livre. Je pense que la machine, franchement, allez-y quoi. Ça peut faire un carton de chez carton quoi. Ça peut être le phénomène TikTok. Si vraiment le concept c'est pleurer sur un livre, mais allez-y quoi. Franchement, vous allez faire plein de vues quoi. S'il faut pleurer sur un livre en ayant le cœur brisé, faut y aller quoi. Oui.
Euh, Est-ce que vous avez d'autres personnages ou d'autres scènes dont, dont vous voulez qu'on parle? C'est plus une scène que des personnages. J'ai beaucoup aimé, moi, la scène avec les parents de Mathis, justement, que j'ai trouvé très, très, très intéressante, le rapport des civils avec l'armée. Parce que, voilà. Et puis, en fait, cette espèce de double sens en fait que Vian essaye de faire passer aux parents pour leur dire que il a connu leur fils, mais il veut pas trop leur dire et qu'il est quand même content et que voilà. Et puis moi j'étais contente de savoir que Mathis en était sorti quoi en fait. Arrivé au milieu d'un bouquin où vraiment c'était drama sur drama, c'était quand même un petit peu mon truc de la fin du tome 1. Quand on avait terminé, je pense que mon seul espoir c'était qu'on n'entende plus parler de Mathis et qu'au moins on avait toujours le truc à se dire tant qu'on nous dit pas qu'il est mort, c'est qu'il est vivant. Finalement en fait on nous dit qu'il est vivant. C'était encore mieux. J'étais très très contente. Pour un personnage qu'on n'aura finalement pas beaucoup vu, j'étais vraiment très très contente de savoir que lui avait survécu, qu'il s'en était sorti. Et ses parents qui lui font son petit carton, là, c'était vraiment trop mignon en fait quoi. Et c'était chouette et du coup aussi pour que Vian aussi réussisse à se dire que c'est bon, ça va quoi. Au moins lui s'en est sorti, voilà quoi. Un peu la seule bonne nouvelle de tout le livre. C'est ça, c'est ça. Tu as Non, une non, page. il y a eu le chien aussi. Le chien. Il y a le chien. Parce que du coup, dans mes. Tu vas voir, il y a une scène, tu vas la trouver atroce. Alors, au début, quand il s'était pas encore trop attaché à son taureau, je m'étais dit, oh là là, il y a le chien qui va mourir. Non, le chien ne meurt pas. C'est bien. C'est bien. Le chien part en Argentine avec tout le monde. Ça m'a rendue très très heureuse parce que vraiment j'ai eu très très peur pour ce chien. Et l'enfant ne meurt pas non plus. Enfin, Victor et Agustina survivent. Moi, franchement, le moment C'est vrai. où Agustina et Victor sont capturés, alors qu'il les a mis dans le car, machin, genre, allez, barrez-vous. Et là, tu vois que le car s'est fait arrêter. Et tu dis, oh là là. Et Oh. là, t'as Vian Ah ouais. qui dit, genre, allez, non, mais fuck tout le monde, fuck la hiérarchie. Et ça fait un peu un écho à la scène avec les gitans, où là, il ose pas. Mm, Il n'ose pas mm. aller contre ce qui est attendu de lui alors qu'il est le supérieur hiérarchique sur place, mais il se dit ah j'ai beau être le supérieur hiérarchique, je suis obligé de faire ce qui est attendu de moi, donc il tue les gitans machin. Là il dit genre non mais en fait allez tous vous faire foutre, on ne tue pas on ne tue pas ma nourrice et on ne tue pas mon neveu. En fait là c'est non, ils viennent avec moi, je les embarque, je les envoie dans ma maison. Vous ne les tuez pas. Et ça fait écho aussi au petit que Andrés sauve. Il sauve un petit dans une église et ce moment-là, c'est aussi assez poignant parce que le moment où du coup il doit laisser cet enfant à l'orphelinat et où tu sais qu'en fait les enfants du coup vont être perdus n'importe où. Ils sauront jamais d'où ils viennent, qui étaient leurs parents. Ils savent même pas son nom. Et du coup, tu te dis, au moins, Victor, non, lui, c'est bon, il saura son nom, il saura qui était son père, et c'est quand même cool, quoi. Et toi, Nympha, une scène encore ou pas? Écoute, non, mais alors bon, il y a donc la scène du taureau, là, moi ça m'a détruit, détruit. Et du coup, il y a eu la scène d'avant, le flashback d'avant où du coup, Papillol voit Vian et Danielo et fracasse la gueule de Vian. C'est atroce, mais c'est horrible ce moment-là. Genre, et où donc Andrés après va défendre Vian et où ils passent un moment entre eux, c'est trop mignon et tout, et ils arrivent, et là, Papillol, et en plus, mais Papillol, à la fin, qui est là, en fait, c'était la faute du taureau, et tu vas voir, mais horrible, 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 quoi. Je pense que c'est la pire chose que Papillol a pu faire. Oui. Peut-être pas la pire, mais c'est horrible.
Et c'est le moment en plus C'est où tellement en colère. où tu te dis c'est bien, ça va un peu retomber sur la fiole, il va arrêter de nous faire chier. Et là en fait non, il retourne le truc pour que ça soit encore pire. Tu dis mais vraiment j'en peux plus de lui quoi. Libérez-moi Je de l'ai ce haï. papillon. Là, je l'ai vraiment haï. Enfin, déjà, je l'aimais pas énormément. Mais putain, là, surtout, non, horrible le coup du taureau. Ah ouais, la mesquinerie de la vengeance. C'était mesquin, voilà, c'est ça. C'est C'était vraiment mesquin. c'est vraiment masquin. Ouais, Qui c'est qui a envie de se venger de son petit-fils, quoi? Et en Enfin, plus, il se venge de Andrés sur Vian. Enfin, c'est presque encore plus mesquin, Mm. quoi. C'est genre, Ah ouais, toi, tu m'as fait chier, bah, je vais me venger sur ton frère. Enfin, c'est. ah mais c'est d'une bassesse. Ouais. Ouais, gna gna gna. Ouais, et ça m'a énervé. Hein. Papillol, je le hais. Oui. Mm. Bon, ça, c'était les deux flashbacks pas bien. Alors qu'il y avait plein de flashbacks mignons. Franchement, Danielo et Vian, ils sont trop choupinous. C'est vrai qu'ils étaient trop Quand ils sont là, choupinous, mais justement, tiens, je vais t'apporter c'était trop des mignon. graines pour ton taureau. Ah oui, apporte-moi des graines pour mon taureau. Viens, on va le nourrir. Ah, Et oui, regarde. mais du coup, tu sais que ça va mal se finir cette histoire, et c'était horrible parce que du coup, t'avais vraiment ce petit nuage noir au-dessus qui plane. Tu sais qu'il va y avoir un truc horrible qui va se passer derrière alors qu'ils sont trop mignons, c'est horrible. Bah pour le coup, moi je sais pas si je m'attendais à avoir un truc horrible parce que quand dans le tome 1, ils fricotent toujours ensemble quoi. Mm. Donc je m'étais pas dit ça va mal se finir. Ouais, moi non plus. Je m'étais dit, Alors bon, que bah moi, là, ça, c'est bien, ils ouais, sont mignons. moi, Ouais. moi, je savais qu'il allait y avoir un truc avec le taureau, quoi, déjà, donc voilà. Mm. Ça- Ah oui, c'est Ouais, parce que tu savais, parce que tu avais été Ah, je savais prévenu. qu'il allait y avoir j'avais été prévenue qu'il allait y avoir une scène que j'allais vraiment trouver très traumatisante. Et donc, je savais que c'était forcément le taureau. Ouais. C'était obligé que ce soit le taureau. moi j'avais pas vu ce truc avec Danielo. Oui, Non. moi j'avais beaucoup d'espoir sur. Et c'était des scènes que j'ai trouvé du coup des petites respirations à chaque fois de mignonnerie jusqu'à ce que ça dérape un petit peu. Ouais, alors que moi, non, moi, je savais que ça allait mal se finir cette histoire. Du coup, à chaque fois, j'étais là, oh, mais c'est trop mignon, mais laissez-les comme ça et arrêtez. On coupe à cet endroit-là. J'arrête le livre. Ah, il était très bien. Ce livre. Bah voilà. Vous avez autre chose? Je sais plus si on raconte d'autres choses d'habitude. D'autres T'en as eu scènes. Oui, sinon tu as raconté tes scènes préférées, c'était les flashbacks mignons. Ouais, moi c'est les flashbacks mignons ou la fin dans son ensemble que je trouve très réussie et très efficace et très prenante dans le oh là là et jusqu'où ça va aller et à quel point je vais être déprimé par ma lecture et au final je suis déprimé seulement à 9 sur 10 et pas à 10 sur 10 donc franchement on s'en sort bien. Il y en a un des Ouais, 10 sur 10 c'est déjà et j'ai bien aimé. Alors, il est fracassé, il va falloir beaucoup. Enfin, je sais pas s'il va réussir à s'en remettre, mais ça finit sur une espèce de petit espoir où Vian même lui-même a l'espoir de peut-être un jour réussir à s'en sortir. Et j'ai trouvé ça un petit peu mignon quand même, quoi. Après, après tout le drama, quoi. Voilà. Ouais. et je Oui, trouve non, que- ça finit moins mal que ça pourrait être, que ça pourrait se finir. Oui, parce qu'en fait, il aurait pu se flinguer après, quoi. Honnêtement, il a. Enfin, Ouais. il Je a- pense qu'il ne le voilà. fait pas justement pour sa famille, enfin à la fois pour son père et pour Victor. Il se dit, bah là, je vais les emmener, je vais les ramener, les machins quoi. Ouais, mais tu vois, il hésite vachement à partir quand même. Et je pense que si on lui avait pas dit viens avec nous, il serait pas parti. Il serait resté. Et là, il se serait peut-être flingué. Mais ouais, Ouais. vraiment, je pense. Hein. Et je trouve que même du côté Andrés et Révolution, alors c'est la catastrophe, rien ne marche, c'est tragique, mais je trouve que c'est pas présenté de façon ultra tragique. Enfin, je trouve que la fin, que ce soit Andrés, Ada, Niobe, tous ces gens-là, ils ont une fin presque Ah, au niveau personnel. ouais. Enfin, Ouais, ouais. au niveau esprit, enfin, tu vois, ils ont un côté très Mhm. positif et
et optimistes sur leur propre fin de bon bah on a fait ce qu'on a pu, on a perdu mais on aura laissé une marque et laissé un truc et il y a une fin pas du tout j'ai trouvé qu'ils étaient pas du tout déprimés sur toutes ces scènes finales. Alors il y a peut-être le côté on sait tellement qu'on va mourir que vraiment ceux qui restent, c'est ceux qui décident de mourir au combat. Et donc peut-être que ça libère aussi d'un poids de dire bah là de toute façon je vais me battre jusqu'à ce que je meure. Il n'y a plus de pression, je sais que je peux pas m'en sortir. Et mon but c'est juste de gagner plus de temps pour les autres et de machin. Mais du coup j'ai trouvé que sur tout ce groupe de gens qui restent dans cette espèce de combat final suicide, euh, ont une espèce d'ambiance presque apaisée et ouais, je vais pas dire joyeuse parce que c'est bon, on n'est peut-être pas là, mais au moins apaisée, ouais. Et donc les Mm. Ada, les Isabeau et John, Niobe, Andrés, tout ça, ils sont bon bah voilà, là on va mourir, allez, on a fait ce qu'on a Mm. pu, on a été pas si nuls, et bon bah on a perdu, c'est dommage. Et puis il y a aussi Niobe qui a un petit peu cet espoir quand même, qui se rend bien compte à tout ce que là c'est foutu, c'est machin, mais qui a l'espoir que dans plusieurs générations ça ira mieux, que il faut continuer à éduquer les gens et que euh, ça pouvait pas réussir presque, alors c'est-à-dire que ça pouvait pas réussir du premier coup et que c'était un essai et que j'aurais préféré que ça marche hein, quand même. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, Et ouais, que qu'ils ont planté des graines. dans le futur, les gens auront appris et pourront se servir de ce que eux ont fait maintenant pour réussir leur prochaine révolution. Ouais. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça très ouais, optimiste et un peu libérateur Mm. sur toute cette pesanteur que tu avais dans le livre. Et là, tu finis sur... alors que c'est horrible la fin, mais c'est presque une ambiance un peu plus légère et apaisée. J'ai trouvé ça... je peux pas dire que j'ai trouvé ça agréable comme fin, mais bon, voilà. J'ai trouvé ça intéressant en tout cas. Mm. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Sauf si vous avez d'autres choses à ajouter ou d'autres sujets que vous voulez aborder. Euh, mais sinon, bah, globalement, voilà, un livre quand même donc qu'on a bien aimé, qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas lu, alors si vous l'avez pas lu et que vous êtes encore là, vous pouvez quand même le lire. Il y a plus trop de suspense. En même temps, je pense que aucun de nous avait énormément de suspense sur ça va être horrible ce livre. Moi, je me demandais qui allait mourir et qui Ouais, n'allait pas Ça, mourir. c'est c'est vrai. ça. Moi, Là, la question, c'était lequel des deux va mourir. Il y en a ouais. forcément au moins un Ouais. des deux qui va Au mourir, moins un des Ouais. deux allait mourir, voire les deux. voire les deux. Mais du coup, voilà, c'était quand même très agréable comme lecture. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes toujours là, que ce soit en direct ou en replay, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Venez en discuter sur le forum de la garde de nuit. Abonnez-vous, suivez-nous, lisez Les Sœurs Carmine pour fin juillet. Et sinon, on a quoi d'autre de prévu sur nos réseaux cet été, Nympha? Alors, tout l'été, toutes les semaines, vous retrouverez un épisode de Martine à la plage, où on parle des autres écrits de George R. R. Martin. Et depuis ce midi, vous avez aussi un podcast qui vous amène dans les coulisses de la garde de nuit. Donc, on vous raconte un peu comment ça marche, le forum, le blog, le wiki, tout ça, tout ça. On vous amène derrière le mur, Au pied du mur, au pied du mur. Non, en haut du en mur. haut du mur. Ouais. Et bah du coup, voilà, n'hésitez pas à venir suivre tout ça. Et puis, on vous souhaite un bon été, des bonnes vacances si vous en prenez, des bons mois estivaux de travail si vous ne prenez pas de vacances.
Et on vous retrouve, pas tous en même temps, mais on va tous les trois vous revoir normalement au cours de l'été, si vous décidez de revenir nous voir. Et en attendant, on vous fait des bisous. Bisous. Salut! À bientôt!